Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à l'histoire de Porto Alegre. Alors avant de regarder l'histoire, regardons où est situé Porto Alegre. Porto Alegre est situé dans le sud du Brésil, dans l'état du Rio Grande do Sul. C'est au milieu d'une baie de Goiaba. Et puis vous voyez que la ville, grosso modo, est relativement boisée. Au sud, et puis en fait au nord, elle est relativement bien développée en termes d'industrie. Au nord, vous voyez l'aéroport de Salgado Filho. Au sud de l'aéroport, toute cette zone était une zone assez pauvre. Et puis le centre-ville est situé ici au centre. Au sud, vous avez un certain nombre de zones qui sont elles aussi relativement peu industrialisées, peu urbanisées. Mais au fil du temps, on a vu une construction successive de favelas, enfin l'équivalent de favelas, ça ne s'appelle pas comme ça dans le sud du Brésil, mais c'est un peu pour vous donner une idée du type de construction sur des terrains enfin, de manière illégale, hein, ce qu'on appelle les quartiers informels. Et puis surtout, ce sont des quartiers qui sont à côté du fleuve et que du coup, beaucoup de ces habitations sont en fait à côté de zones inondables, ce qui était une complication. Et donc, au cours des années 80 et années 90, il y a eu cette discussion autour de la délocalisation des favelas. Et c'est dans ce contexte que le budget participatif a été créé. Alors, un peu d'histoire. Avant de regarder l'histoire de Porto Alegre très précisément, il faut regarder le contexte politique national. Durant les années 80, c'est la fin de la dictature progressivement au Brésil. Donc on a en 79 une transition démocratique qui s'ouvre, avec en plus de nouveaux partis qui sont créés en 1980, avec notamment le Parti des travailleurs, qui regroupe un certain nombre de syndicalistes de gauche. Ensuite, à partir de 85, le premier président civil depuis la transition avec le régime militaire est élu. Et en 1988, à la suite d'un processus de constituante, une nouvelle constitution fédérale est ouverte. Et c'est dans ce cadre de cette nouvelle constitution qu'en fait de nouveaux droits sont ouverts, notamment pour les collectivités territoriales. Alors, à Porto Alegre, avant la création du budget participatif, au cours des années 80, il y a déjà un certain nombre d'étapes qui permettent de comprendre l'émergence du budget participatif là-bas. D'une part, en 1983, il y a la création d'une fédération d'associations de résidents qui s'appelle l'UAMPA. Et donc, ces associations de résidents, hein, on peut le trouver avec les HLM en France par exemple, en fait, vont lutter contre l'aspect de la favelisation et surtout contre les expulsions des quartiers informels, liées notamment au risque d'inondation. Au cours de ces différentes demandes, notamment parce qu'il y a certains quartiers qui sont relativement dépourvus en services publics, progressivement se pose la question d'avoir un mot à dire beaucoup plus fort sur les questions des dépenses, notamment en termes d'équipement sur le territoire. Et lors du congrès de 1985, l'UMPA fait voter une motion en disant que les associations devraient être pleinement associées au choix des dépenses faits dans les différents quartiers. On a là donc une prémisse importante du budget participatif, le fait que la société civile en amont soit déjà mobilisée sur les questions de dépenses publiques et d'une part va ensuite négocier avec la mairie locale. En 1989, enfin à la fin de l'année 88, est élu le Parti des travailleurs à la tête de l'exécutif municipal. Et en 1989, du coup, lorsque la mairie, lorsque Olivier Doutra prend la nouvelle administration au 1er janvier, est décidé de créer le budget participatif en lien avec les organisations de la société civile. Alors c'est pas aussi simple que de se dire tiens, on va réunir des conseils populaires et on va laisser la population décider. Un certain nombre de discussions pratiques, mais
qui ont des implications politiques importantes ont lieu. C'est notamment le cas de la place des associations et de l'UMPA dans ce processus. Est-ce que les représentants des associations qui sont mobilisés depuis des années et des années ont une place spécifique reconnue dans le dispositif, ou au contraire, est-ce qu'on ouvre l'ensemble des réunions publiques à l'ensemble de la population, qu'importe ce qu'ils ont fait auparavant, qu'importe leur type d'expertise qu'ils peuvent mobiliser, et donc du coup mettre en place le principe d'une personne, une voix. Et là, c'est le premier conflit qui a eu lieu au début des années 90 pour négocier des règles, et finalement, c'est la deuxième formule, des assemblées ouvertes à l'ensemble des citoyens qui a pris le pas. Et ce n'est pas allé non plus sans heurts avec l'administration municipale, puisque dès les premières années, il y a eu aussi un problème avec l'association, enfin le syndicat des chauffeurs de bus, qui réclamait une hausse de salaire, et donc du coup un parti de gauche qui rentre dans le gouvernement, forcément crée des attentes assez fortes, et il y a eu un certain nombre d'ajustements et de conflits sur lesquels l'administration d'Outra a tranché plutôt en faveur des usagers plutôt qu'en faveur des syndicats dont ils étaient pourtant historiquement très proches, puisque le PT, dès l'origine, est très proche des syndicats comme celui qui était relativement actif dans cette grève des chauffeurs de bus. Donc on a bien un contexte compliqué où cette organisation du PT jongle avec différentes définitions de la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie des travailleurs, très proche de ce qui peut se passer en Union soviétique à l'époque? Est-ce qu'on est là pour mettre en place des soviets? Est-ce qu'on s'inspire plutôt de la Commune de Paris? Ce sont ces références théoriques, historiques, qui sont au centre des débats du budget participatif en 89 avec l'élection du PT à Porto Alegre. En parallèle, au-delà des discussions politiques, il y a aussi des discussions très pratico-pratiques. Quand Doutra rentre dans l'exécutif, le problème qu'il doit affronter en plus des grèves et en plus des conflits potentiels avec les différentes associations, c'est le fait que les caisses sont vides. Et donc du coup, assez vite, il va mettre en place une réforme qui est permise par la nouvelle Constitution de la manière de collecter des impôts, en notamment revoyant le cadastre et un certain nombre de paramètres pour créer des marges de manœuvre financières et du coup dégager une marge de manœuvre pour créer de l'investissement. Parce qu'avant 89, on est à peu près à 1% du budget de la municipalité qui est consacré aux investissements. Et progressivement, du coup, au fil des années, on va avoir cette capacité d'investissement augmenter de manière très très importante. Du coup, dans les années 90, le budget participatif est mis en œuvre. Une loi municipale va permettre de reconnaître le budget participatif sans forcément donner de grandes précisions, puisque la société civile, au centre du dispositif, par un dispositif sur lequel on reviendra, qui est le Conseil du budget participatif, va prendre des décisions et va lui-même faire son autorèglement. Mais le budget participatif, au début, puisqu'il n'y a pas encore de marge d'investissement, puisque c'est difficile de mettre en place les réunions publiques, avec le conflit des différentes associations qui pourtant attendaient beaucoup du dispositif, entre 90 et 92, pas grand-chose se passe. Et en fait, la mobilisation démarre à partir de 92, avec quelque chose d'assez simple, qui est la construction, l'arrivée des nouveaux équipements, qui est la meilleure publicité pour un dispositif participatif, puisque c'est la preuve que après la décision, eh bien, les décisions sont suivies des faits, contrairement à beaucoup de processus de démocratie participative, et que donc, ça vaut le coup de se mobiliser et d'aller en masse aux réunions publiques. En 1994, est prise une autre décision de changer un peu le format du budget participatif de Porto Alegre pour contrebalancer ces discussions qui ont lieu quartier par quartier et qui laissent la possibilité aux habitants de voir fleurir différents projets, mais sans vraiment une programmation, une planification urbaine conséquente. Et parfois, certains projets, en fait, sont faits sans aucune cohérence. Un exemple tout particulièrement sur lequel qu'on m'a déjà raconté, c'est l'aspect du goudronnage et le lien avec la construction des égouts.
Alors, à Porto Alegre, les besoins, notamment sur les zones périphériques que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui étaient assez peu urbanisées, en fait, étaient dépourvus à la fois de rues et à la fois donc de rues goudronnées et, et souvent de raccordement à l'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Eh bien, il est arrivé, par défaut de planification, qu'on fasse d'abord le goudron et puis ensuite, 3 ans plus tard, qu'on demande les égouts, ce qui demandait à refaire, enfin recreuser des trous et puis refaire le goudron après, ce qui était un gaspillage en termes de ressources financières. Donc du coup, en 1994, ont été créées ces assemblées euh, thématiques qui permettaient non pas de discuter uniquement zone par zone, mais thématique de politique publique par thématique. Et donc on avait par exemple la question des transports qui est importante, on avait la question de la santé et des assistances, de l'assistance, notamment avec la création on pouvait proposer la création de centres de santé au niveau local, qui sont pas des hôpitaux, mais de petites unités de santé et de soins. On a la question de l'éducation et de la culture, avec les loisirs, qui était la troisième thématique. La quatrième thématique était la question du développement économique et des questions de fiscalité. Et enfin, la question du développement urbain et toute l'organisation propre de la ville. Donc on voit bien que avec la création de ces thématiques, ça permettait de réorganiser en fait et de planifier à long terme les enjeux pour faire au-delà des urgences vécues par les habitants, aussi de se dire on ne peut pas tout faire en même temps et il y a peut-être des étapes qui viennent avant, non pas en termes d'urgence, mais en termes de gestion de projet, tout simplement. Alors ensuite, en 96, un nouveau maire PT a été élu, c'est Raoul Pont, qui a mis en place d'autres petite réforme pour modifier le budget participatif et qui, lui aussi, s'est révélé être un ambassadeur du budget participatif en le diffusant, notamment avec la reconnaissance en 1996 par l'agence ONU Habitat de la spécificité et l'intérêt du budget participatif de Porto Alegre. Et bien, du coup, Raoul Pont s'est transformé en ambassadeur du budget participatif à travers le monde, notamment avec les cercles militants proche de la gauche que représente le Parti des travailleurs. En 1998, Olívio Dutra, qui était donc l'ancien maire de Porto Alegre, a été élu à la tête de l'État du Rio Grande do Sul. Et on aura l'occasion d'y revenir dans une autre occasion, de voir que ce transfert, ce n'est pas un joueur de football, mais le fait qu'il passe d'une échelle territoriale à une autre a conduit Olivier Dutra de mettre en place le budget participatif à la tête d'un État, ce qui n'avait été jamais fait à l'époque à l'échelle du Brésil. Sachant qu'il faut bien préciser que le Brésil est un État fédéral. Quand je parle d'État, donc du coup, c'est les États qui composent la fédération du Brésil. En 1999, le nouveau maire, donc du coup Raoul Pont, a mis en place un conseil municipal de développement urbain et environnemental pour que lors de cette planification avec les habitants de la ville, soit pris en compte aussi la question du développement durable. Donc on voit que au fur et à mesure, le budget participatif n'est pas une démarche figée, mais continue d'être amélioré au fil du temps. À partir de 2001, du coup, une autre amélioration potentielle est liée à l'utilisation d'Internet. En fait, un nouveau canal de réception des demandes des habitants va être ouvert et ne sera pas malheureusement articulé avec les assemblées plénières. Donc, c'est le principal défaut qui fera que cette fonctionnalité va être abandonnée, puisque les associations, enfin le forum des délégués, vont vouloir discuter de l'ensemble des propositions et non pas avoir des canaux de propositions hermétiques. Ensuite, en 2002, les assemblées plénières vont être modifiées. Il n'y aura pas 2 tours, mais un seul tour des assemblées plénières. Alors, on va expliquer dans quelques minutes qu'est-ce qu'on appelle forum des délégués, qu'est-ce qu'on appelle assemblée plénière.
Ce qui est important de noter à la fin de cette période, c'est qu'en 2004, le Parti des travailleurs ne va pas être réélu à l'issue de ces 4 mandats. Et c'est un parti de centre droit qui va être élu et qui va faire campagne sur le fait qu'ils vont garder ce qui est bon et changer ce qui ne va pas. Et c'est sur cette promesse de campagne qu'ils vont dire que le budget participatif sera gardé. En fait, au fil des ans, un certain nombre de transformations liées notamment à la question des mandats des conseillers et des délégués du budget participatif vont faire qu'on va se trouver dans un cas un peu moins élaboré de budget participatif. Le budget participatif prend place en fait dans un contexte politique très particulier. Alors, on a déjà évoqué la question du rôle des associations qui demandaient bien avant l'élection du PT la possibilité de pouvoir discuter des investissements au niveau local. Mais il y a un certain nombre d'autres facteurs qui sont aussi importants et dont il faut tenir compte. C'est le cas notamment de la question de la minorité politique. En fait, au Brésil, il y a une claire séparation des pouvoirs entre l'Assemblée municipale et l'exécutif municipal. L'Assemblée municipale n'est pas présidée par le maire, comme c'est le cas en France par exemple. Ce qui se passe, c'est que il y a 2 élections spécifiques séparées et du coup, le maire peut très bien être à la tête d'un exécutif d'une ville dont l'assemblée municipale est composée de partis qui rendent sa propre formation politique minoritaire. C'était le cas en 89 avec Olivier Doutra, parce que le Parti des travailleurs était minoritaire au sein de cette assemblée municipale. Alors, quel intérêt du budget participatif dans ce contexte? C'est très simple. Quand on doit convaincre une assemblée municipale de l'intérêt de son budget, et pour éviter de se voir retoquer son budget et d'avoir son budget amendé à de multiples reprises, ce qui va se passer, c'est que le budget participatif va donner une nouvelle légitimité, et certains parlent même d'un court-circuitage de l'Assemblée municipale. Et donc, en fait, cette nouvelle légitimité du budget proposé par le nouveau maire qui prend en compte les demandes des habitants, en fait, va être beaucoup moins amendé qu'un budget municipal classique. Donc c'est un contexte important, il faut voir l'intérêt stratégique et électoral pour le Parti des travailleurs dans ce contexte. On a aussi une réforme qui prend place au sein de Porto Alegre, dont on parle assez peu dans la littérature scientifique, qui est la question de la réforme administrative, avec toute une série de mesures, la division notamment de Porto Alegre en 17 régions, 17 arrondissements, peut-on dire, spécifiques, avec des services municipaux déconcentrés à cette échelle. Et donc, du coup, autour de ces différentes régions administratives sont articulées une série de réunions publiques. D'une part, la micro-région, on a un certain nombre de discussions qui ont lieu au sein même des associations pour décider des différents besoins et des stratégies pour la préparation de la réunion suivante, qu'on appelle l'assemblée plénière, dans laquelle, brièvement, on parle de 3 choses. On fait le bilan, on élit des délégués sous la base de 10 participants peuvent être représentés par un délégué, et on vote sur les thématiques. Dans un deuxième temps, ensuite, sera constitué le forum des délégués, donc qui est bien réuni à l'échelle de la région, de l'arrondissement. Et ce forum des délégués, en fait, sur la base des thématiques qui ont été décidées par le vote au sein de l'Assemblée plénière, en fait, vont décider des priorités en termes d'investissement. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la région, de l'arrondissement. Et puis, il y a au niveau de la ville deux autres types en fait, d'organisations qui permettent de prendre des décisions au sein du budget participatif. Il y a d'une part le conseil l'organisation des conseillers du budget participatif. Donc le conseil du budget participatif a une vocation principale, c'est de faire le lien avec l'ensemble des différentes régions. Et en fait, il va décider du règlement et notamment de la question de la pondération des facteurs. On retrouvera ça
dans le texte du cours. Et puis ensuite, il y a une autre instance qui sont ces forums thématiques qui permettent du coup de discuter des différentes politiques publiques pour éviter le morcellement des différentes actions d'investissement pour trouver une certaine cohérence. Le budget participatif a continué d'évoluer, et donc du coup, chaque année, on pourrait très bien faire un bilan très différent de l'année précédente du budget participatif. C'est le cas notamment de Simon Langelier, qui a fait sa thèse, donc qui a fait son travail de terrain sur Porto Alegre au début des années 2010, a publié en 2015 un livre sur le démantèlement du budget participatif de Porto Alegre et porte un jugement très critique, très négatif du budget participatif tel qu'il est devenu. Il pointe notamment la question de la professionnalisation, du retour du clientélisme, de la cooptation, de l'affaiblissement délibératif et l'inégale redistribution des richesses. Tout ça met en veilleuse la construction d'une communauté politique participative. Alors, il conclut sur le fait que, pour lui, nous assistons ainsi à un quasi-démantèlement du budget participatif. C'est un jugement assez sévère que porte Simon Langier sur le budget participatif de Porto Alegre, car effectivement, il y a un certain mécanisme d'élitisation des délégués et des conseillers du budget participatif, notamment parce qu'ils n'ont plus, on a mis fin au mandat unique dans le temps, et du coup, les conseillers ont tendance à être les mêmes au fil des ans, ce qui constitue une sorte de processus de création d'élite. En même temps, si on compare le budget participatif de Porto Alegre avec, par exemple, ce qui se fait en France actuellement, même le budget participatif de Porto Alegre de 2017 reste quand même un peu plus élaboré que les budgets participatifs français. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans les autres modules.